Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Une émission couleur de Radio-Canada. Il s'agit d'un moment historique dans le domaine des communications avec l'utilisation du satellite 53 qui permettra à l'Amérique et à l'Europe d'assister à ces Jeux par le truchement de la télévision de façon quasi simultanée. Avec les femmes et tout le monde. Ah, vous nous trompez bien avec vos cochers. Ça veut dire Qu'on a parfois besoin de retrouver les siens. Oh. Ben grouille, mon homme! Voilà l'enjôleuse qui sonne. Écoute, cher. Faut pas qu'il attende après la grabe. Ils doivent avoir l'estomac des talons, là, à l'heure qu'il est. Ben grouille! Bonsoir, mesdames et messieurs. Si la télévision a été une grande révolution dans sa création, dans son contenu, elle l'a été aussi au plan de la technique pour la mettre en œuvre. On tient ça pour acquis aujourd'hui, mais pensez à tout ce que ça prend de moyens pour produire l'image, pour que l'image se rende de moi à vous, où que vous soyez. Une révolution technologique qui a intégré en cours de route quelques-unes des belles découvertes du 20e siècle. L'électronique, le satellite, l'ordinateur. En fait, depuis le premier jour, la télévision n'a jamais cessé de se révolutionner. Une formidable entreprise scientifique, mais aussi toutes ces petites et grandes trouvailles par des artisans enthousiastes, parfois même de génie, aussi créatifs avec la quincaillerie de la télévision que les auteurs et les artistes le sont avec son contenu. Ce soir, donc, je vous présente leurs souvenirs, leurs rêves les plus audacieux qu'ils ont eu le talent de réaliser. La grande aventure de la télévision, derrière la caméra. C'était extrêmement stimulant. Et Radio-Canada, la télévision, a grossi tellement vite et les défis sont venus avec une... Ça a été vraiment un éclatement. Mais d'année en année, on voyait, tu sais, on était, je sais pas moi, 1000. L'année suivante, on était 2000. Alors, on engageait n'importe qui, je dois dire. Puis je voyais des gens, Bernard, qui rentraient en studio, des jeunes réalisateurs, et qui disaient, ils étaient accueillis par le directeur technique. Puis le directeur technique disait au gars, « As-tu ton découpage? » Le gars disait, « Quoi? Ton découpage, as-tu ton... » Le découpage, c'est les angles de caméra, c'est le travail d'un réalisateur d'établir... Alors, le gars disait non. Il disait, va voir la douceur, demande-lui ton découpage. Et là, la douceur téléphonait sur le plateau pour dire au directeur, j'ai-tu arrêté de rire de mes gars?
Mais c'était ça. On apprenait à faire de la télévision, alors que les seuls gens qui connaissaient ça, c'était des gens de technique. Et eux, ils étaient rois et maîtres. C'est juste pour te donner un exemple à quel point on connaissait Artin. Je pense à Marie-Claude Finosi, la sœur de Judith Jasmin, qui, à un moment donné, qui est devenue réalisateur, puis qui était totalement empêtré dans les caméras, puis dans les fils, puis qu'à un moment donné, il y a un des animateurs qui dit, écoutez, mais si on avait un moniteur, ben, comment on va pas mettre un moniteur en studio, il y a assez de monde de même, parce que pour elle, un moniteur, c'est un moniteur d'école. Alors, tu sais, c'est pour te dire à quel point, même techniquement, on connaissait rien, on a inventé les choses à mesure. On avait une fougue. Il manquait, genre, on avait une idée. Bon, ça serait le fun peut-être que tu y offres, que quelqu'un disait à mon mari, tu y offres une rose. Bon, on n'avait pas de rose. Alors, il y avait un membre de l'équipe technique qui disait, attendez-moi 2 secondes, je pars en courant puis je reviens, tu sais, puis personne pensait à qui est-ce qui a payé la rose. On était tous là pour faire un job le mieux possible. Et ça, là, c'était d'une intimité, c'était... Et jamais la technique et les artistes ont été si près qu'à ce moment-là, parce qu'on cherchait ensemble. Je vais t'expliquer ce que j'ai acheté. Je ne veux pas le savoir, ce que tu as acheté, ça ne m'intéresse pas. Ben oui, mais... Tout ce que je veux, c'est de retrouver les $30 qu'il y avait dans cette tasse-là ce matin. Tu m'en arranges-toi comme tu voudras, retrouve le vendeur, je veux revoir dans la tasse ce soir les $30 qu'il y avait là. On essayait. Puis on disait, non, ça, c'est pas bon, hein. Là, on ne fera plus ça, là, c'est pas bon. Alors, c'est comme tous les pionniers dans quoi que ce soit. C'est un temps merveilleux d'invention et d'erreur. Mais au début, c'était les ingénieurs qui avaient tout dessiné, tous les systèmes. Alors, on ne pouvait pas toucher à rien, mais avec le temps, on a commencé à modifier les équipements pour les adapter à la production. Puis, en quel sens? Qu'est-ce qui vous venait à l'esprit, là, d'abord? D'abord, une caméra, ça ne se transporte pas facilement. Aujourd'hui, vous avez des petites caméras portatives. Le câble, vous avez 200 pieds, puis au bout de 200 pieds, dans le temps, on avait des problèmes. Alors, j'ai dit, moi, pour faire du sport et pour faire des émissions qu'on faisait la visite royale, il faut essayer d'agrandir ça, les câbles, améliorer ça, puis pouvoir aller à l'endroit même où on veut aller chercher l'information. Alors, ben, la première visite royale qu'on a eue dans le coup, c'est pas le... En 58, c'est pour l'inauguration de la voie maritime. Oui, celle-là, j'avais déjà commencé à penser à mettre les caméras sur les Jeeps. On s'était installé à Iroquois avec des caméras directement placées sur des Jeeps qu'on pouvait déplacer n'importe où dans le champ. Alors, c'est la première fois qu'on avait des caméras qui se déplaçaient. Parce qu'avant, les caméras étaient sur des trépieds en bois ou trépieds en métal. Une particularité du réseau français de Radio-Canada, télévision, c'est que les techniciens, le support technique, s'est développé beaucoup par lui-même. Ce qui fait qu'au début, il y a eu des balbutiements, des hésitations, des maladresses, de l'énervement. Mais, comme les gens ont forgé une technique de production d'émissions de télévision en direct, ils sont devenus, en, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, des vraiment tellement compétents. Et ça, je pense que c'est dû beaucoup à la colonne vertébrale de la télévision, qui sont les techniciens. Dans Cap aux sorciers, on faisait des naufrages. Enfin, on naviguait de naufrage en tempête dans ça. Et tout ça en studio, sans énervement, tout calmement. Les gens étaient en haut dans les grillages d'éclairage. Nous arrosaient, faisaient des embruns avec des boyaux. Ça se passait comme ça. Une technique extraordinaire. Moi, Bernard, je vous le dis, je dois beaucoup à quelques caméramans de génie qui aimaient tellement leur métier, qu'ils connaissaient si bien, qu'ils me disaient, la prochaine fois que tu feras un décor avec des éléments de sculpture, là, place-en toujours une à droite près de moi, comme ça, viens voir, puis ils me montraient, tu vois, je peux faire une amorce là-dessus, je peux faire un plan panoramique, un trucking. Ils avaient raison. Et je faisais mes plantations en tenant compte de ce que m'avait dit un Robert Lowe, un Claude Bérard. Il y en avait d'autres là, que j'oublie, des gars extraordinaires. Et je me mettais devant la caméra, puis quand je chantais, je regardais la caméra. On me disait, regarde la caméra, je regardais la caméra.
je monte chez toi. Les rois de l'époque étaient les directeurs techniques. C'était pas les réalisateurs. Ils disaient « Ah non, ça se fait pas. Ça se fait. » C'était les directeurs techniques qui étaient les rois de la télévision à l'époque. Avant la grève, on vivait sur le règne de la technique parce que les seuls gens qui connaissaient la télévision, c'était les techniciens, les directeurs techniques. Ils nous disaient « Ça, c'est possible. Ça, c'est pas possible. Non, ça, fais pas ça. Ça marchera pas. » Bon. Et on l'écoutait parce qu'on connaissait pas. Après avoir marché 70 jours, 69 jours à 20 sous zéro, quand nous sommes rentrés, on a dit non, on prend le pouvoir maintenant. Et c'est à ce moment-là que les réalisateurs ont pris le pouvoir. C'est-à-dire que les réalisateurs ont pu dire aux gens de la technique, messieurs, I'm in charge. Ouais, puis on a besoin de vous autres parce qu'on ne peut rien faire sans la technique. C'est des gens brillants. Hein, bon. Mais ça, je veux ça. Je le veux, puis je vais te dire pourquoi. Je le veux, puis je vais te dire comment. Je pense le faire. Qu'on irrite de même, c'est pas normal. C'est pas normal. Difficulté temporaire. N'ajustez pas votre appareil. Probablement les phrases les plus célèbres des 20 premières années de la télévision. La façon pour les responsables d'indiquer aux téléspectateurs qu'ils avaient un problème. Et des problèmes, il y en a eu. Résultat de la rencontre entre deux réalités brutales de la télévision de l'époque. La fragilité et la lourdeur de l'équipement technique. Et la diffusion en direct, le premier grand défi de la télévision. Quand vous répétez des scènes et qu'à un moment donné, vous avez des... Parce qu'on n'avait pas de lentilles comme on a aujourd'hui avec des zooms, c'était de grosses caméras. Alors, déplacer tout ça. Et on répétait. Et parfois, on avait des mouvements difficiles à faire. Et les belles histoires, ça passait à 8 heures. Quand on entendait sur le plateau, là, ici, à Radio-Canada, CBFT, Canal 2, Montréal. Là, parfois, tu avais un petit frisson qui te passait. Parce que tu y pensais, ton mouvement. Si tu manques ton mouvement, Joe Public, que j'appelle, le téléspectateur chez lui, là, il voit l'erreur en même temps. Alors ça, c'est assez particulier. Et il y avait un travail d'équipe avec les comédiens, mais incroyable. Puis on s'arrangeait avec le comédien, le perchiste, parce que le type qui prend le son au-dessus des comédiens. Souvent, on s'organisait, on travaillait avec la caméra, puis là, on voyait dans notre moniteur, puis on faisait signe au gars, tu peux descendre. Puis quand on commençait à avoir le bout du micro, le micro, ça voulait dire assez, de toute façon, c'est coupé à la maison. Ou le comédien, parfois, avant une scène, on s'arrangeait avec le comédien pour lui dire, écoute bien, là, tu sais comment je suis pogné, là? Je suis pris entre la table et la chaise. Là, le réalisateur, il veut que je finisse sur toi en close-up. Je suis pas dans... Ça paraîtra pas. Avance un petit peu plus, puis donne-moi une chance. Il y avait un échange, mais incroyable. Incroyable. Et ça en fait partie, ça te fait vibrer. Une caméra, par exemple, qui avait subitement ne fonctionnait plus dans un téléthéâtre, commençait avec 3 caméras, ou 4 caméras, je pense. Le maximum qu'il y a eu, c'est 4 caméras. Commençait avec 3 caméras, puis il y en a une qui flanche. Alors, il fallait... Tout le découpage que le réalisateur avait fait, là... Flanchait souvent? C'est arrivé assez souvent. Et les caméras étaient c'est comme les anciens ordinateurs qui étaient plus gros que des frigos. Et les caméras, c'était presque un frigo ambulant, alors ça se déplaçait comme des éléphants. Et tout le monde était, je dirais le mot fatigant, le gars du son, le gars d'éclairage. Déplacez-vous un peu. Aujourd'hui, je sens bien l'éclairage s'ajuste à nous, mais à cette époque-là, c'est toi qui devais s'ajuster aux éclairages et au son. Je me souviens d'un téléthéâtre, ça c'est le premier problème que j'ai eu. En pleine générale, une caméra ne fonctionne plus. Tout le monde était habillé, était autour de moi, puis moi j'étais tout jeune là-dedans, puis faut que je trouve le trouble, puis je savais qu'on avait eu ce trouble-là toute la semaine, qu'on ne l'avait pas trouvé. Alors là, tout le monde était en émoi. Morin, qui était le directeur technique à ce moment-là, appelle mes grands patrons, puis moi pendant ce temps-là, j'essayais de trouver. Et là, j'avais essayé toutes les lampes qui étaient dans ce circuit-là, qui faisaient défaut, puis je ne trouvais pas.
Et les gens commençaient à dire, bon, on s'en va chez nous, on n'aura pas à faire le théâtre. Hey, moi, j'étais nerveux, j'étais tout jeune dans le métier. Finalement, j'ai trouvé la lampe qui était bonne, j'ai dû la changer 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus. Puis ça a fonctionné. Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait défaut. Mérienne n'écrit mieux l'aventure de la télévision naissante, sa folie comme son génie, que cette opérette des 3 valses, qui a remporté tous les prix, mais fait vivre à ses artisans toutes les émotions. C'était énorme. C'était probablement le show, le spectacle le plus énorme, le plus consistant que Radio-Canada, à part les heures du concert et certaines grandes soirées de danse, de ballet. Il y avait des chœurs, des chanteurs, il y avait des danseurs, et plusieurs, hein? Il y avait un orchestre de peut-être 40 ou 50 musiciens, au moins. Enfin bref, c'était tellement compliqué comme spectacle qu'on n'avait pas réussi à faire une générale. C'est vrai ce que l'on dit? À présent, tu nous trompes avec les femmes du monde. Ah, vous nous trompez bien avec vos cochers. Ça veut dire? Qu'on a parfois besoin de retrouver les siens. Bref, on s'en bat. Hein? Et c'est là où, pour la première fois, par exemple, entre autres, on m'a déculotté sur l'air, c'est-à-dire que j'avais pas le temps de changer de costume entre 2 scènes. Et Madame Lullier, qui était une Française costumière, me dit, bon, il y a qu'une solution. Il faut déjà commencer à enlever le vêtement que vous portez. Et elle me dit, si tu es coupé là, moi je me glisse à 4 pattes, je vais déjà t'enlever le pantalon, hein, pendant que vous jouez. C'est commode, fait. Et puis, une fois ça terminé, bon, j'aurais plus qu'à te mettre la redingote, enfin le costume, l'aube. Ça marchait, mais figurez-vous que pendant... Enfin, on l'a fait, mais je sais pas si ça vous est arrivé de parler à quelqu'un ou de vous adresser au public en levant une fesse, naturellement, comme vous adressant à votre compagnon, pendant qu'il y a une dame qui est à vos genoux, glisse la culotte sous votre fesse. Oh là 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 là. Je suis peut-être mal placé ou bien placé pour parler du direct, parce que moi, j'ai adoré faire du direct. En fait, je n'ai presque connu que ça dans ma carrière de réalisateur. Il faut que tu sois en pleine possession de tous tes moyens. La technique n'était pas à toute épreuve et la réalisation non plus. Vous ne me l'avez pas donné. Comment l'aurais-je perdu? Sapristi. Oh, c'est effrayant si l'on trouve cette Ça peut peut-être faire sourire aujourd'hui, mais faire la Veuve joyeuse en direct avec 4 caméras, c'est de la folie furieuse. Dans le même studio, en ondes, il faut que tu changes tous tes décors, de la salle de bal du palais au jardin du palais royal, et puis avec des bosquets et tu revenais ensuite à la salle de bal et l'orchestre souvent n'était pas dans un autre coin, on n'avait plus de place. Alors à ce moment-là, il fallait que ce soit à l'Ermitage. Et là, ça voulait dire qu'au niveau câblage, d'abord, ça prenait une caméra unique sur le chef d'orchestre pour nos chers chanteurs, n'est-ce pas? Écoutez, c'est la valse, elle soupire, elle chante, elle expire, glissant tout. Ensuite de ça, il fallait qu'on camoufle des moniteurs pour que les interprètes voient le chef et voient ce qui se passe. C'était... Merci beaucoup. Il y a les défaillances techniques, les problèmes, les bricolages de dernière minute. Mais il y a aussi les trouvailles et les avancées technologiques qui arrivent d'ailleurs la plupart du temps dans les émissions de sport, qui sont un peu l'avant-garde de la technologie.
Là, on a fait le premier ski qui s'est fait au Canada, puis aux États-Unis, ils ne l'avaient pas fait. Les Américains sont venus. Offord, première compétition de ski. Compétition. Ça ne s'est jamais fait aux États-Unis, ni en Europe, ni nulle part ailleurs. Alors? Ce qu'on a cru, parce qu'on a vérifié avec Giguère à ce moment-là, les Américains n'ont pas voulu le faire. Pourquoi? C'était trop compliqué. Il n'avait jamais été fait. Dans la montagne, au froid, 40 en bas de zéro, quelque chose, hein? Alors, vous avez dit, ça se fait. Mon patron, il dit, moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, ça se fait pas, je le fais. Alors, comment vous y êtes pris? Ah ben là, on s'est pris, on a fait des tentes. J'ai fait des tentes dans la montagne avec des bases en bois. On a monté l'équipement avec pas des snowcats, mais des bombardiers dans ce temps-là. Et on avait des petites génératrices à chaque endroit pour alimenter le voltage. C'était des génératrices 2,5 kW qui alimentaient complètement notre système. Donc, il s'agissait de montrer tout le parcours de ski de l'épreuve. Il y a combien de caméras? Là, il y avait 4 caméras dans la montagne, et puis 2 caméras en bas. Alors, une grosse production. La grosse production. Alors, c'était quelque chose. La première fois qu'on a commencé, je pense qu'on a commencé avec 2 caméras en bas, les autres ne marchaient pas. Mais on a réussi à les faire fonctionner. Et alors, c'est ça. Chaque signal était envoyé en bas par micro-ondes, et puis qui rentrait dans mon aiguillère, là, trafiquée, puis on aiguillait. Il y avait aussi la nourriture, parce que nous autres, on travaillait dans la montagne, mais je ne pouvais pas descendre mes gens pour aller au restaurant puis revenir. Hein? Ouais. Alors, la première année, on avait envoyé ça par des skieurs, mais c'était des tartines et tout ça. Alors, c'était pas trop fort pour la nourriture, parce que les gens travaillaient fort. Hein? Alors, les années suivantes, on amenait des barbecues, puis on était tout organisé. Mes chauffeurs allaient chercher le steak, puis alors, c'était quelque chose. Mais la première grande révolution technologique de la télévision, c'est le ruban magnétoscopique, qui va permettre de s'affranchir des imprévus du direct, permettre aussi de travailler l'image. Avec le magnétoscope, on ne perdait pas de qualité, à peu près pas de qualité, quand on enregistrait. Donc, quand on faisait jouer le ruban magnétoscopique, on pouvait se tromper à savoir si c'était en direct ou non. Et ça permettait de reprendre des tournages si on avait fait une erreur ou s'il y avait quelque chose qui avait mal fonctionné, on pouvait le reprendre et faire du montage par la suite. D'ailleurs, les premières reprises au hockey se sont faites avec ça, avec le magnétoscope. On avait 2 magnétoscopes. On prenait le ruban qui passait dans un magnétoscope, on y faisait un grand détour, puis on avait un magnétoscope à côté qui, lui, repassait le même ruban, mais en lecture, 12 secondes après. Alors, s'il y avait un événement qui s'était passé qui était digne d'une reprise, alors on n'avait qu'à sélectionner la sortie du deuxième magnétoscope pour voir pas le ralenti, mais voir la reprise. Ça, c'était une évolution intéressante. Mais ça changeait complètement la couverture, au fond. Ben oui, parce qu'on pouvait revoir. Quand tu as un but puis tu n'as pas regardé là, ben là, tu le revois puis tu essaies d'analyser. Comment avez-vous vécu l'arrivée de la magnétoscopie, de la possibilité d'enregistrer? Est-ce que c'était... Bon, il faut vous dire qu'au début, les réalisateurs nous défendaient de reprendre. Ils enregistraient une scène, c'était comme si c'était en direct. Parce qu'ils ne voulaient pas être pris à faire du montage, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, on développait des trucs, évidemment. À un moment donné, un petit bafouillage, puis tout à coup, un éternuement. On est obligé de recommencer. Attention, les gars, attention. Il faut arriver à telle heure. Il faut finir à telle heure. Pour pas que ça passe. Une émission couleur de Radio-Canada. Mais pour les téléspectateurs, le premier grand bouleversement de la télévision, c'est la couleur. On n'a pas idée des efforts et de l'ingéniosité qu'il a fallu pour que l'image de la télé soit en couleur, comme dans la vraie vie, et surtout pour que la couleur soit la bonne. L'arrivée de la couleur, ça a été un choc. On s'est dit, mon Dieu, comment on va y arriver, nous qui faisions toutes sortes d'astuces pour jouer sur les innombrables gris. On nous a prévenus, c'était l'enfer au début. Il est venu des gens, des spécialistes, des grands techniciens pour nous dire attention, pas de rouge, jamais de rouge. Aujourd'hui, le rouge à la télé, ça va. Touchez pas au rouge, c'est pas bon. Les lentilles n'aiment pas le rouge.
faites attention au bleu. Et puis, alors, on nous a tellement prévenus qu'on avait peur de la couleur. Et tranquillement, au bout même de quelques mois, même pas au bout de quelques années, on s'est vu que, comme disent les jeunes, il n'y avait rien là. La couleur, c'était comme le noir et blanc. Mais ça avait été schlac! Et les gens ne se rendent pas compte la beauté que ça a été, le bonheur que ça a été de voir enfin les choses en couleur. Ce sont des caméras qui demandaient énormément d'éclairage. Dans ce temps-là, on calculait ça par pied chandelle. Ça prenait à peu près 250 pieds chandelle. Je vais vous raconter une anecdote qui est exacte. Vous aviez Lon Worsley qui gardait les buts du Canadien dans ce temps-là. Et puis, évidemment, l'éclairage s'allumait uniquement pour les matchs. Alors, puis Worsley critiquait toujours quand il y avait un but que c'était à cause de l'éclairage, il avait perdu la rondelle, enfin, un tas de trucs. Alors, les gars, ils ont dit maintenant, pendant les pratiques, on va fermer l'éclairage. Là, ils ne voyaient même plus la rondelle du tout. Alors, il a fallu qu'il allume la nuit. L'arrivée de la couleur a vraiment propulsé. C'était ça le départ d'avoir 2 téléviseurs dans la maison. Avant, tu n'avais rien qu'un. Mais là, tu avais ton vieux noir et blanc, puis tu faisais un investissement en couleur, puis dans le fond, tu disais, pas pour jeter en noir et blanc, puis tu avais du service en noir et blanc, puis tu avais du service en couleur, puis tu aimais ça, puis là, tranquillement, tu disais, hey, c'est le fun d'avoir 2 TV, tu sais. En avant, marche! Pendant les 25 premières années, c'est au film qu'on doit les grandes scènes extérieures de nos émissions dramatiques. Avec l'arrivée de la vidéo, tout ça va changer. Ah, moi, je me disais, la vie, ça se passe pas seulement dans des cuisines. Ces gens-là travaillent. Un exemple plus facile, prenons le temps d'une paix. Mais le temps d'une paix, ça se fait sur les fermes, à la campagne, les villages, puis tout ça. Mon Dieu Seigneur, pas pour faire des scènes d'une cuisine, et puis dans le salon, quand on raconte l'histoire de fermiers, puis tout ça, quand on coupe les foins, moi, je veux montrer comment ça se faisait dans le temps. Puis tout. La vie se passe à l'extérieur, à la campagne, sur une terre, sur une ferme. Pensez pas qu'on pourrait laisser Joseph Arthur puis Yvon faire tout le prix? Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daoust. Ah, ça dit pas le contraire. Mais j'ai dit à Joseph Arthur qu'il pouvait nous aider. Pas de tout faire. Autrement, il pourrait ambitionner. Le Minuit chrétien, tu sais, quand on tourne, ça nous a marqué. Oui, ça nous a marqué. Les extérieurs, bien sûr, je les ai faits, les extérieurs. Et là, c'est là que ça prend une équipe qui a le goût de travailler avec toi. Parce que c'est une folie faire ça en même temps. Ça n'a pas de bon sens. On tournait en même temps les demi-heures. Hein. On n'a pas arrêté pour ça. Là. Alors, des extérieurs, on les a fait l'hiver, mais l'été. Rosanna a chanté le Minuit chrétien dans le Jubé. Le caméraman, là, il avait une petite camisole, là, il dégoûtait. À un moment donné, on m'a dit qu'il faisait 110, parce que le balcon, une vieille église, le balcon, le plafond très bas. Lui, il était avec sa caméra comme ça. Le gars, il dit, mais il était enchanté de faire ça. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Joseph Arthur, avec son capot de chat, au mois de juillet, il passait pour un spécial aussi. Les gens qui venaient visiter, parce que c'était Sainte-Agnès, ça c'est une église d'époque, historique. Les gens qui venaient visiter, ils devaient dire que c'était une gang de malades. T'sais. Mais c'est ça que quand on arrive avec un groupe de personnes qui disent hey, c'est beau ce qu'on va faire, puis ça va être bon, vous pouvez faire n'importe quoi. Avec le magnétoscope, la télévision s'éclate. L'image bouge, s'enrichit, se transforme avec les truqueurs, les effets spéciaux et toutes les nouvelles technologies. Et il venait d'arriver à Radio-Canada le ralenti. Et moi, j'avais dit à mon directeur technique, écoute, il faut absolument que j'ai le ralenti. Parce que j'avais 8 danseuses. Alors, j'ai dit, si à un moment donné, qui dansaient très bien, c'était très beau ce qu'elles faisaient, si on les met au ralenti et que je fais des mix d'images là-dedans, ça peut être foutral, ça peut être extraordinaire de voir ça. Alors, il m'a dit, non, ça appartient au sport, c'est le baseball qui le paye, et puis bon. Et un jour, il dit, tu l'as. Et là, ça a été une folie, c'était un plaisir de pouvoir jouer avec l'image aussi,
Évidemment, c'était de la technique, mais je découvrais quelque chose là aussi. Je me disais, de voir tous ces mouvements, il y en avait 8 en scène qui dansaient, et c'était tellement beau que de mettre ça au ralenti à un moment donné et de mixer les images, que ça ne pourrait pas faire autrement que d'être beau. Et mon premier show ici à Radio-Canada, le gros variété, avec Diane Dufresne, à la Maisonneuve, où c'est là que j'ai apporté le système avec les caméras ISO. J'avais 8 caméras, puis il y en avait 3 qui étaient sur des VTR à part. C'est-à-dire qu'avec une caméra, on pouvait prendre un angle de Diane Dufresne pendant tout le spectacle. Alors, j'avais enregistré sur 5 magnétos, sur 5 enregistreuses. Ça, c'est une première. S'il ne savait pas ce que je faisais. Alors, il disait, mais pourquoi tu fais ça? Mais je disais, parce que en montage, je peux faire des composites. Je peux composer l'image avec ce que j'ai. Là, les gars, ils ont dit, mais là, pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de bon sens. Je me suis fait accuser de je peux pas dire ça, de peureux, tu sais. Monsieur se protège avec beaucoup d'images. Il va manquer son coup. Et aujourd'hui, c'est la norme. Le show de Diane Dufresne, je le regarde aujourd'hui, il n'a pas vieilli, mais les effets, il y a 16 images d'elle à un moment donné, là, tu sais, qui chantent en même temps les petits carreaux. C'était le NEC qui faisait ça à l'époque. C'était de la folie visuelle. Aujourd'hui, on regarde ça, on dit, écoute, il est fou, lui. Ça n'avait pas de bon sens. Il y avait trop d'images pour ce qu'elle chantait. On sait que la télévision a complètement changé le visage des Jeux olympiques. De Rome en 1960 à Salt Lake City cette année. Sont apparus ou ont pris la première place les disciplines spectaculaires qui plaisent à la télé. Les autres disparaissent progressivement. Mais à l'inverse, ce qui est tout aussi vrai, c'est que les Olympiques ont changé la télévision. Depuis 40 ans, c'est aux Jeux que sont testées les nouvelles technologies qui révolutionnent la façon de faire la télévision. Et Radio-Canada est à l'avant-garde de cette évolution depuis les tout premiers Jeux télévisés. Il s'agit d'un moment historique dans le domaine des communications avec l'utilisation du satellite 5.3 qui permettra à l'Amérique et à l'Europe d'assister à ces Jeux par le truchement de la télévision de façon quasi simultanée en tenant compte du décalage des heures. La première grande couverture, en fait, des Jeux olympiques qu'on ait faite à Radio-Canada, ça a été en 1964. Évidemment, on était à Rome en 1960 et on était aussi à Squaw Valley, pas moi, là, à Squaw Valley, mais la première grande ouverture, ça a été Tokyo en 1964, où est né le satellite. On a utilisé pour la première fois le satellite et aussi où est né les reprises. Alors ça, c'était absolument extraordinaire. Le satellite, c'était uniquement pour l'image à ce moment-là. Le son, c'était différent. C'était un câble sous-marin qui était installé, demandez-moi pas où. Là, je sais que ça partait de Tokyo pour s'en aller à Guam et finalement aboutir en Californie et à Montréal. Sauf que le câble sous-marin s'est brisé à un moment donné. Alors qu'on avait des images extraordinaires par satellite et en direct, le son était pourri. C'était le téléphone. Dès le départ, et c'est réussi. Harry Jerome court très rapidement, c'est Hayes qui est en tête dans le moment. Jerome en troisième. Hayes le premier. Jerome finit troisième. En deuxième. Mais il reste que les Jeux comme tels, indépendamment du coût, le déroulement des Jeux de 76 à Montréal, vous en êtes extrêmement fiers. Ah, très, très fiers. Et puis là, vraiment, là, c'était ça, là, pour un commentateur, c'était la satisfaction totale. Vous imaginez, on avait quoi, 14 heures, 15 heures d'antenne tous les jours. C'était du direct mur à mur. Les Jeux précédents, on pouvait faire 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche, puis des résumés d'1 heure en fin de soirée. Mais là, c'était l'antenne. Ça a été le bonheur total pendant toute la durée des Jeux. J'ai donc le bonheur de vous accueillir, au nom de tous mes camarades de Radio-Canada, tous ceux qui participeront de près ou de loin à la présentation de ces quelques 225 heures de reportage, dont la plupart en direct au cours des 2 prochaines semaines. C'est dans des moments pareils que l'on peut parfois se féliciter. C'était la première fois, à ce que je sache, à laquelle on avait plusieurs venues en même temps. Alors, un radiodiffuseur ou un télédiffuseur pouvait choisir
de téléviser le soccer pendant qu'un autre pouvait choisir d'aller au basketball ou un autre pouvait choisir un autre des pistes de pelouse et ainsi de suite. Chaque diffuseur avait l'option de prendre ce qu'il voulait quand il voulait. Bien, ça aussi, c'est révolutionnaire. Ça, c'était révolutionnaire. En 72, après Munich, qu'est-ce qu'on voulait faire, Radio-Canada? On voulait dire, on va prendre ce que Munich a fait, on va rajouter un petit peu de nous-mêmes qui va faire en sorte que ça va être Radio-Canada. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le marathon. Ça s'était jamais fait en direct. Les 42,5 150 km, c'était pas... Alors, nous autres, on s'est dit, il faut trouver une façon de faire le marathon au complet. Même chose, vous avez du cyclisme. Cyclistes, les Français faisaient leur Tour de France. Ils enregistraient ça sur magnétoscope, ensuite ils le diffusaient. Nous autres, ce qu'on voulait faire, on voulait avoir l'épreuve en direct. Et à ce moment-là, Jean Quittel, je me souviens fort bien, il dit, il faut trouver une façon. Alors, il n'y avait pas de caméra. Alors, ce qu'on a fait, il y avait la fameuse petite voiture, l'autocaméra, bien, c'est Quittel, avec l'école d'automobile sur la rue Saint-Denis. C'est une Volkswagen qu'on a démolie là, complètement à l'école d'automobile. Mon beau-frère était directeur là-bas, alors ça a été assez facile avec les professeurs. Ils ont fait une autocaméra comme on voulait. On avait enlevé toute la carrosserie et on avait remis ce qu'on avait besoin pour la rendre opérationnelle. On avait un siège pour le conducteur, un siège pour le caméraman qui était juste en arrière. Il y avait un pied ou un support pour mettre la caméra. Bien, le gros problème, c'était le signal. Comment on allait envoyer le signal chez nous? On savait qu'on pouvait le faire par hélicoptère, mais on n'avait pas l'équipement. Fait qu'on a fait l'antenne avec des boîtes qu'on faisait pour les transports, des boîtes pylon en aluminium. On a fait le test, ça a fonctionné. C'était transmis par micro-ondes jusqu'à l'hélicoptère. L'hélicoptère recevait ce signal-là de l'auto, qu'on appelait l'autocaméra, et faisait une sélection entre la caméra d'hélicoptère ou la caméra du sol, et on retransmettait à un point de réception. Ce point-là de réception, il alimentait le quart de reportage qui, lui, avait l'image en direct, en mouvement. Je pense que Radio-Canada a acquis ses lettres de noblesse dans la couverture. Tout le monde rendait hommage au personnel, quel qu'il soit, le personnel technique qui a été remarquable, tout le monde, les commentateurs, parce que nous étions, on faisait les images aussi pour le monde entier. Ouais. Alors donc, ça a été une très, très grosse entreprise. Et je pense que dans toute l'histoire de Radio-Canada, ça a été un des grands, il y en a eu plusieurs, mais ça a été un des grands succès. Je regardais les derniers Olympiques et puis ils ont encore les mêmes principes d'opération. Ils ont des technologies plus raffinées. On voyait la caméra qui suit les nageurs, qui suit les coureurs. On voit les caméras qui sont vraiment bien faites là, dans un dôme en plastique blanc qui sont à peine visibles. On les voit parce qu'on nous autres, on est dans le métier et on cherche ça. Mais le public s'en rend pas compte puis ça voyage automatiquement. Mais c'était le même principe qu'on avait mis en place en 1976. Avec des caméras beaucoup plus miniaturisées maintenant, avec des transmissions beaucoup plus fiables, avec des signaux numériques, puis ils ont beaucoup plus de caméras. Ensuite, actuellement, Bill O'Nock, qu'on vient de voir lancer, est en 4e position. L'autre grand secteur qui a été bouleversé par la révolution technique dans les 20 dernières années, c'est l'information. Avec la capacité multipliée de capter l'événement dans son ampleur, sa richesse, ses nuances, de le transmettre de partout, de plus en plus vite. Tout ça avec un maximum de qualité visuelle et sonore. À Londres, un programme d'urgence pour éviter l'effondrement économique des îles Falkland. Au début des années 70, la caméra est devenue portative, le son, tu trouvais une façon d'avoir un micro qui était après ta caméra. Donc, tu pouvais faire une captation de son, tu pouvais faire des entrevues, mais là, tranquillement, se développait le son d'ambiance. Tu sais. Et ça, on a beaucoup parlé de l'image en télévision, mais le son, finalement, c'est quelque chose qui est venu et qui a pris une place sans que les gens vraiment le sentent. Ça change l'authenticité, en tout cas, de ce qu'on présente. Tout à fait. Puis c'est ça qui était
c'était intéressant sur le terrain de voir ça. Tu voyais de plus en plus de gens. Le premier groupe de G7 s'est terminé, l'avant-dernier européen se faisait à Venise. Donc ça, je pense, en 80 ou en 81. Et là, on est en pleine transition film et vidéo. Radio-Canada avait décidé de couvrir en film parce que les équipes européennes étaient encore en film. Et là, tu avais toute une méthode absolument incroyable de tourner en film. Mais tu faisais le tour de la planète quand même. Donc, on tournait le jour en film, puis on profitait du décalage. Donc, le matin, on partait à la noirceur, puis à Venise, c'était très charmant. Là. On avait un bateau, puis là, tu t'en vas à la gare, tu sautes dans une auto, tu as toujours une bobine de film, tu t'en vas à Milan, OK? Qui est quand même assez loin. Et là, il faut que tu fasses la connexion avec un vol qui est direct entre Milan et Londres. Et là, tu arrives à l'aéroport et tu trouves un employé sympathique d'une compagnie d'aviation, préférablement British Airways. Et là, bon, tu lui donnes son baratin pour qu'il prenne avec lui la bobine, qu'il la passe aux douanes rapidement. Il y avait un contact à Londres qui attendait à l'aéroport, prenait la bobine avec un monteur du bureau de Londres, s'en allait au laboratoire de l'agence de presse Vice News, qui avait les capacités de satellite, qui envoyait finalement le matériel, qui arrivait effectivement à Montréal autour de 4h30, 5h. Et c'était une épopée incroyable de couvrir. Puis ça, c'était le début des années 80. Mais les progrès vont être rapides. 3 ans plus tard, les équipes de Radio-Canada, qui sont responsables de la diffusion de la visite du pape, vont réaliser une première mondiale. Suivre les allées et venues du Saint-Père grâce à une caméra installée à bord de la Pape Mobile. On savait que le pape partait de la gare de train puis il se rendait à la basilique du Cap-de-la-Madeleine, mais pendant tout ce temps-là, on ne le voyait pas. La même chose à Montréal, la même chose dans toutes les autres villes. Alors là est venue l'idée de la Pape Mobile. Ça avait peut-être déjà été fait à d'autres endroits, mais nous, on avait décidé d'y mettre une caméra à l'intérieur. Alors, puis il y avait... À l'extérieur, il y avait la sécurité, bien entendu, mais aussi les gens qui voyaient ça. Donc, on avait installé des micros à l'extérieur pour capter les bruits de foule. On avait un véhicule aussi qui précédait le cortège avec une caméra, avec une lentille très puissante, avec un stabilisateur gyroscopique pour pouvoir prendre des images en assez gros plan. Il y avait aussi l'hélicoptère qui suivait tout ça pour recevoir les images du véhicule qui précédait. La caméra à l'intérieur de la Pape Mobile, puis il y avait aussi une caméra dans l'hélicoptère. C'est à la même époque qu'on va redécouvrir les vertus des micro-ondes pour transmettre les signaux de télévision et l'information grâce à la mobilité nouvelle sur le terrain, rendue possible par l'arrivée du téléphone cellulaire. Des moyens nouveaux qui sont en même temps un défi pour ceux qui les utilisent. Les camions micro-ondes ont commencé un petit peu après, parce qu'il est né avec les caméras portatives, est né le journalisme électronique. Alors, avec le journalisme électronique, on allait sur place, et puis là, on avait une cassette, donc on n'avait pas à développer le film ou à faire le traitement du film. C'était déjà plus rapide. Une fois qu'on a maîtrisé cette technologie-là, ce qu'il s'agissait de faire, c'est de transmettre l'image par ondes hertziennes, par micro-ondes. Alors, à ce moment-là, on est en direct. Alors, depuis RDI, et même un petit peu avant, on a commencé à avoir des véhicules qui transmettaient l'image sur place, qui donnent des images, c'est ça qu'on veut voir, on veut savoir ce qui se passe au moment où ça se passe. Avant, on le voyait après. Il y a eu un apprentissage, évidemment, depuis 1995. Les gens se rendent compte que ça, ils savent. C'est très difficile d'être en direct tout le temps, de ne pas pouvoir préparer une intervention. Vous êtes sur les lieux d'un événement, vous n'avez pas le temps de préparer des interventions pendant 3 heures. Les gens veulent le savoir tout de suite, il faut aller en ondes. Donc, il faut essayer de se restreindre. Et ça, plus ça va, mieux ça va. Parce que ça s'apprend. On pouvait être en plein milieu des territoires occupés dans une zone complètement désertique sans communication. Le téléphone sonnait
News World me disait, écoute, il se passe quelque chose dans la bande de Gaza, à je ne sais combien de kilomètres de là. Voici les images que nous avons. Peux-tu me faire une voix pour m'expliquer ce qui se passe? Là, on prenait le calepin, on écrivait quelque chose, on rappelait, on envoyait. Au début, ça me frustrait un peu parce que je me disais, est-ce qu'on peut faire ça? On se retrouvait dans une journée type de 24 heures à faire 12 heures de rédaction, d'écriture. On perdait de plus en plus du temps, d'une certaine façon, à faire de la réécriture et de l'écriture et du montage de reportages. Et c'était du temps qu'on n'occupait pas à aller voir ce qui se passait. Donc, on devenait dépendant des oui-dire, dépendant d'autres nouvelles 24 heures, de CNN et tout ça. C'est une période, maintenant, on a peut-être plus une attitude critique face à ça, on a une attitude un peu différente, mais à l'époque, on était vraiment débordés par ça. Et puis, 50 ans après les débuts de la télévision, survient une nouvelle révolution, le numérique. Avec la création du Centre de l'information, qui intègre les forces de la télévision et de l'informatique dans toutes les étapes de la production et de la diffusion de l'information. Ça permet une plus grande flexibilité, ça apporte une qualité d'image, ça apporte une qualité de son, puis ça apporte des possibilités illimitées de traitement. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et un coup qu'on dit ça, on applique ça à l'ensemble de la chaîne industrielle, de la fabrication d'émissions, à la distribution des émissions et à la réception des émissions chez vous, dans le salon. L'industrie de la télévision vit cette révolution-là et les gens qui y travaillent suivent ça au fur et à mesure de l'implantation de ça. Quand on consacre moins de temps à la préparation, il y a des cassettes vidéo, si on veut que 3 journalistes, c'était comme ça autrefois, 3 journalistes travaillent, on est obligé d'en faire des doubles. Là, on dit, bon, pouvez-vous doubler ça? Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Puis là, l'autre, attends, il l'a pas. Là, en même temps, 90 personnes avec un serveur numérique sont à leur bureau, puis ils ont accès aux images. C'est un gros changement. Cependant, c'est pas le plus gros changement pour le centre d'information. Ce qu'on a fait, c'est de mettre ensemble les forces de frappe de RDI, les réseaux de l'information, et les gens de l'information nouvelle de la première chaîne. Marier les deux, ça donne à la fois la vitesse et la profondeur. Là. C'est ça qu'on voulait faire, et je pense que ça va nous enrichir là, au cours des prochaines années beaucoup. La révolution numérique va maintenant déborder le secteur de l'information, s'étendre au reste de la programmation et toucher tous les aspects de la production télévisuelle qui vit maintenant la convergence de toutes les technologies. Eh bien, demain, je vous donne rendez-vous avec le héros méconnu de cette grande aventure de la télévision, le public. Parce que le public d'ici est un acteur essentiel de la télévision. Il la connaît, sa télévision. Il est attaché à ses personnages. La télévision, après tout, c'est une rencontre. Une rencontre entre des artisans, des créateurs et un public. Bonsoir et merci. Si je dis Radio-Canada, qu'est-ce que ça vous inspire? Radio-Canada, c'est ma vie, c'est ma carrière, c'est extraordinaire pour moi, c'était le développement de la technologie. C'était tout, Radio-Canada. Radio-Canada, pour moi, c'est la maison de télévision, la maison de télévision au monde. Ça m'inspire la tête de fil, ça m'inspire le nec plus ultra.
ça demeure une institution très importante pour la défense du fait français. Que ce soit la plus petite émission que vous aviez à faire, que ce soit les Jeux olympiques, que ce soit le hockey, que ce soit n'importe quoi, les gens étaient dédiés. C'est une institution noble qui fait bien les choses. Radio-Canada, mon cher, c'est ce qu'il nous a fait. C'est mon école, moi. C'est là que j'ai appris. C'est la plus belle machine. Tu regardes, par exemple, les créateurs ici, les décors, les costumes, les maquillages, les ateliers, c'est d'une grande qualité. Ici Radio-Canada, depuis 50 ans. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.